Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Frédéric Amiel. J'étais jusqu'il y a quelques mois chercheur donc à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui est un think tank adossé à Sciences Po, sur lesquels je travaille sur les questions de biodiversité, notamment d'impact du cacao sur la biodiversité. Maintenant, je suis coordinateur de l'ONG Les Amis de la Terre. Et du coup, je viens ici vous parler de l'étude qu'on a fait sur le cacao pendant 3 ans. Donc, on avait une vraie question sur l'impact sur la biodiversité, mais ce qui est plus intéressant pour vous, c'est qu'on s'est intéressé en fait aux mécanismes de gouvernance de la filière qui permettent soit d'expliquer l'impact actuel de la culture de cacao sur la biodiversité, ou en tout cas le fait que cet impact est non maîtrisé, soit d'essayer de comprendre comment, éventuellement en réformant la filière, là vous voyez le lien avec ce que vient de dire Christophe, on peut diminuer ou en tout cas raisonner cet impact sur la biodiversité. Mais ça nous a amené forcément à nous poser beaucoup d'autres questions. Et donc là, je ne vais pas vous parler de déforestation, sauf si vous avez des questions après là-dessus, mais je vais vous parler spécifiquement de ce qu'on a retiré. Donc on a étudié plusieurs, ce qu'on a appelé initiatives en faveur de la durabilité dans le secteur du cacao, et parmi elles, le commerce équitable, dont on va parler aujourd'hui. J'ai choisi de me concentrer sur la question du prix, même si, et je veux le rappeler ici, c'est pas du tout le seul enjeu, c'est à la fois pas le seul levier du commerce équitable, et c'est pas non plus la seule limite, c'est-à-dire que le fait qu'on n'arrive pas à atteindre un prix suffisant n'est pas la seule limite du commerce équitable. Il y a aussi la question de l'organisation. Christophe l'a soulevé, et on l'a vu aussi beaucoup, nous, dans notre travail. C'est vraiment une clé de réussite du projet équitable. D'abord, souvent d'arriver dans des sociétés où il y a déjà une organisation collective et de pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir développer l'entièreté des actions du projet de commerce équitable. Mais je ne reviens pas dessus, c'était juste pour mentionner que si je ne vais parler que du prix, ça ne veut pas dire que je considère que seul le prix est important, mais c'est emblématique aussi du commerce équitable, cette histoire de prix minimum. Donc c'est pour ça aussi que souvent les discussions tournent autour. D'abord, je voudrais revenir sur une notion très vague qui est un peu au cœur de tous les débats aujourd'hui, c'est celle du prix juste. C'est quoi un prix juste? Qu'est-ce qui détermine la justesse d'un prix, notamment dans le cadre d'une production agricole? Je ne vais pas vous donner de réponse, rassurez-vous, mais c'est un débat qui date des prémices du débat économique, en tout cas du débat intellectuel sur l'économie, etc. Et même encore à l'Antiquité, aux premières tentatives de théorisation des problématiques économiques, de la justice économique, etc. Donc, c'est difficile de trouver cette réponse, et pourtant, c'est au cœur, je dirais, de l'argument du commerce équitable aujourd'hui. On paye un prix juste. Et pas que du commerce équitable, j'y reviens. Comment on détermine la justesse de ce prix? Et il y a tout un travail hyper intéressant qui a été fait, notamment dans le secteur du cacao, et c'est pour ça que j'ai eu, moi, l'occasion de me pencher dessus ces dernières années, notamment sur la notion de revenu minimum vital. J'utilise ce terme-là, mais il y a plein d'autres termes, dans l'idée qu'un prix juste, c'est au moins, à minima, un revenu minimum vital, c'est-à-dire le revenu minimum qui permet à une personne de vivre. Et donc, Christophe vous a donné une illustration de la façon dont on peut, il y a plein de méthodes de calcul, etc., calculer de combien une personne a besoin au minimum pour répondre à ses besoins, pour se nourrir, pour se loger, pour son accès à la santé, pour l'éducation de ses enfants, mais aussi pour des frais qui peuvent paraître secondaires, mais qui sont très importants, qui sont la contribution à la société, par exemple, sous la forme du paiement des impôts, des assurances diverses, notamment quand on est agriculteur, des assurances agricoles, etc. Donc il y a aussi tout un débat sur tout ce qu'on fait rentrer dans la définition de ce revenu minimum vital. D'ailleurs, il y a le revenu minimum vital, et puis il y a le revenu minimum décent. Donc il y a débat sur à partir de quand on passe de vital à décent, et qu'est-ce qui est vraiment indispensable, et puis qu'est-ce qui est indispensable si on veut vraiment avoir une vie digne, etc. Je vous passe tous ces détails, mais ce qui est important, c'est que c'est au cœur de la définition de ce prix juste, puisque en fait, ce prix juste sera la résultante de la comparaison entre ce revenu minimum, les charges qui incombent à l'unité de production. En l'occurrence, l'unité de production, c'est le producteur de cacao ou la famille, voire la coopérative. Et puis ensuite, par calcul simple, on en arrive au prix minimum qu'il faut payer chaque tonne de cacao en fonction de la productivité des parcelles pour que les producteurs atteignent ce revenu minimum décent.
avec une partie en revenu indirect dans le commerce équitable, vous le savez, sous la forme de la prime de coopérative. Du coup, travail important, notamment chez Max Havelaar, donc vous le savez, acteur très important du commerce équitable, sur la définition de ce revenu minimum à partir d'éléments les plus factuels possibles, les plus objectifs possibles, notamment effectivement le prix du panier d'un producteur, les taux de change, les charges, les coûts de production, etc. Et ce qui est fascinant, c'est que y a deux problèmes dans la définition de ce prix minimum vital. D'abord, ça n'est pas ce calcul qui permet aujourd'hui de calculer pour la plupart des labels de commerce équitable le prix minimum payé. On y reviendra. Et notamment pour deux raisons. L'un qui est un problème de définition, j'en ai déjà dit un mot, et le deuxième qui est un problème de méthode. Problème de définition, comme vous l'avez pressenti dans ma façon de présenter les choses, il n'y a pas d'accord aujourd'hui international. La recherche elle-même, quand je parle de la recherche, c'est pas la recherche qui est faite en interne des labels de commerce équitable, ce sont des chercheurs qui réfléchissent sur la notion de revenu minimum vital, n'est pas d'accord. Il n'y a pas de définition qui fasse consensus aujourd'hui, il n'y a pas de définition réglementaire qui permettrait de s'appuyer à un référentiel commun. Donc il y a un débat sur la nature de ce revenu minimum. Et notamment, également sur le fait qu'il faille utiliser un tel indicateur. Le fait qu'utiliser un tel indicateur masquerait d'autres garanties auxquelles peuvent aspirer les producteurs, qui sont des garanties notamment de sécurité, de protection, de protection foncière, de protection en termes de droits, etc., qui ne peuvent pas ou difficilement être inclus là-dedans. Donc le fait d'utiliser le revenu minimum vital comme étant un critère de décence du travail est aussi remis en cause en soi. Donc ça, c'est un problème, et du coup, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et du coup, au sein même des plateformes de commerce équitable ou des associations, des entreprises de commerce équitable qui se sont penchées sur cette question, il y a eu un gros problème de définition. Ensuite, une fois qu'il y a à peu près une définition, un gros problème de collecte des données nécessaires à établir ce prix minimum vital, sur quoi vous vous basez pour calculer combien doit payer chaque année un producteur de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Pérou, du Sulawesi pour ses frais divers, etc. Mais malgré tout, sont sortis quelques résultats, notamment en 2018, année où Max Havelaar avait décidé de réviser son prix minimum pour le cacao en se rendant compte qu'il était très peu opérant par rapport aux prix mondiaux du cacao. Et sous la pression aussi du coup des producteurs, des partenaires, etc., qui demandaient que ce prix soit révisé. Et donc il y a eu tout un travail très intéressant, même si on peut en discuter les conclusions et le processus, pour définir quel est le prix minimum vital, enfin quel est le revenu minimum vital pour un producteur et une productrice de cacao, et du coup quel serait le salaire minimum correspondant. Et ce qui est fascinant, c'est que moi j'ai eu l'occasion d'assister à quelques réunions, et en fait ces réunions étaient consacrées pour moitié à définir la méthodologie complexe à travers laquelle on a défini le prix minimum vital. Et la deuxième partie de la réunion était consacrée à faire des propositions sur de combien on allait augmenter le prix minimum payé à la tonne. Et en fait, il n'y avait aucun lien entre la première partie de la réunion et la seconde. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais on ne s'appuyait pas sur les résultats du travail sur le revenu minimum vital des producteurs pour définir à quoi on devait fixer le prix minimum du cacao. En fait, une fois qu'on avait eu les conclusions du groupe sur le revenu minimum vital, on rentrait dans une discussion qui commençait par, voilà, le prix minimum actuel, il est à $2000 la tonne. On propose de le mettre à 2400. On a évalué ce que ça ferait de le mettre à 2600, mais on s'est rendu compte que ça ne tiendrait pas, donc on propose de le mettre à 2400. Et quand, participant à ces réunions, on vous demandait, mais du coup, quel est le lien avec ce qu'on vient de dire ? On aboutissait plutôt à l'idée qu'il faudrait un prix entre 3300 ou 3500 $ la tonne au moins, et le fait qu'aujourd'hui on décide 2400. Ouais, là, il y a tout un tas de débats, et notamment il y a une réponse de quelqu'un qui m'a marqué, que j'ai d'ailleurs reprise en illustration dans l'étude qu'on a publiée avec l'IDRI, qui disait, en fait, il faut se rendre compte que le prix commerce équitable aujourd'hui, alors je le dis généralement, mais il y a 15 façons de définir le prix du commerce équitable en fonction des associations et des entreprises, donc je ne veux pas faire de généralité. Mais je trouvais ça intéressant, c'est qu'il disait le prix équitable, en fait, c'est le prix où personne n'est content.
c'est le prix qui est déjà trop cher pour les acheteurs. Ils commencent à râler, mais ils acceptent encore de payer. Et c'est le prix qui est toujours pas assez pour les producteurs, et donc ils continuent à râler, mais qui reste acceptable pour les acheteurs. Et donc en fait, on revient à une négociation de marché entre ce que sont prêts à acheter les acheteurs et ce que sont prêts à accepter les producteurs en termes de prix. Et donc on n'est pas du tout dans une remise en cause des mécanismes usuels de fixation du prix des denrées agricoles. Et ça, c'est hyper important, parce que ça montre, et c'est un des obstacles dans la majorité des produits commerce équitable qui sont proposés sur le marché aujourd'hui, à la fixation d'un prix qui corresponde réellement d'une part au coût de production et d'autre part à la nécessité d'avoir un revenu qui soit suffisant pour sortir des situations de pauvreté, etc. C'est parce que on a un problème à sortir des mécanismes usuels de formation du marché. Ronan Levelli, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur les systèmes de commerce alternatifs, le dit systématiquement. Et en fait, on reproduit au sein du commerce équitable les mêmes mécanismes de négociation qui aujourd'hui, Christophe l'a montré, font la part belle à l'aval de la filière et donc aux acheteurs qui aujourd'hui sont les fixeurs du prix. Et donc ce prix ne prend pas en compte les contraintes et les besoins des producteurs, il prend en compte ce que sont prêts à payer les acheteurs. Et je reviens à une deuxième illustration que je voulais faire, qui est la marque C'est qui le patron, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été créée il y a quelques années et qui a été considérée comme une espèce de petite révolution dans le monde de la distribution et de la distribution grand public, et qui propose également depuis maintenant 2 ans une tablette de chocolat en partenariat avec un grand chocolatier français, en provenance de Côte d'Ivoire. Et cette tablette de chocolat, si vous l'achetez, il y a marqué qu'elle paye le prix juste au producteur. Mais en réalité, aujourd'hui, cette tablette de chocolat, elle paye aux producteurs de Côte d'Ivoire le prix légal fixé par le gouvernement pour la tonne de cacao. Donc dans quelle mesure vous considérez que si vous respectez la légalité en termes de prix minimum, votre prix est juste, sachant que la majorité de ces producteurs de cacao en Côte d'Ivoire vivent sous le seuil de pauvreté? Et quelle est votre définition de la justice? Et ce qui est intéressant dans C'est qui le patron, je préjuge pas de ce qu'ils ont fait sur d'autres secteurs, et pareil que sur le lait, ils ont vraiment bouleversé le marché, etc. Donc je ne sais pas ce qui est vrai, mais sur le cacao, donc le principe c'est que c'est qui le patron? La réponse à la question c'est qui le patron, c'est que le patron c'est nous, c'est les consommateurs de cacao, de lait, de beurre, de produits, etc. Et donc pour moi, qui ai étudié les filières alimentaires, notamment les filières alimentaires mondialisées comme le cacao depuis des années, je trouve ça problématique, puisque une des causes pour lesquelles on a des prix injustes sur le marché aujourd'hui, c'est parce que le patron, c'est toujours nous ou notre intermédiaire le plus proche, le secteur de la grande distribution, etc. Et c'est parce que c'est nous, en aval de la filière, qui fixons les prix et qui fixons les conditions de rémunération, qu'aujourd'hui, ces prix sont en notre faveur, entre guillemets, et au détriment de la production, et qu'en fait, on renforce ce déséquilibre en ajoutant toujours plus de pouvoir du côté de la consommation et toujours moins de pouvoir du côté de la production. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les gens de C'est qui le patron là-dessus, etc. Mais je pense que c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à un moment donné, vous avez une révolution de notre côté de la planète, d'une certaine manière, dans le rapport de force entre distributeurs et consommateurs, mais qui ne remet pas en cause le problème fondamental, qui est que celui qui n'est jamais invité, celui qui ne participe pas aux réunions de définition du prix minimum payé dans certaines plateformes de commerce équitable, etc., c'est le producteur, c'est celui qui aujourd'hui a la moindre part de revenus, pas seulement au pourcentage du prix final, mais en relation avec son niveau de vie et avec ses contraintes, et c'est celui qui aujourd'hui est en situation défavorable constamment pour négocier le prix. Et ça m'amène, mon dernier point, si je ne me trompe pas, il doit me rester à peu près 2 minutes, c'est la question de la filière. Et la filière, dans le commerce équitable, je ne sais pas dans quelle mesure vous l'avez vu dans l'historique, c'est une pomme de discorde qui a plus de 40 ans maintenant parmi les promoteurs de commerce équitable. Est-ce qu'il faut avoir nos propres filières de distribution pour être autonome, ou est-ce qu'on doit réussir à s'intégrer dans les filières de distribution classiques pour petit à petit les contaminer, entre guillemets, ou en tout cas gagner des parts de marché dans les filières de distribution classiques? Force est de constater aujourd'hui, si on regarde factuellement les prix qui sont pratiqués, que les marques et labels de commerce équitable qui offrent les meilleurs prix sont ceux qui sont les moins intégrés dans les filières classiques. Ça veut pas dire qu'ils n'y sont pas du tout, mais ça veut dire que au maximum, ils maîtrisent leur filière, au moins jusqu'à la production du produit fini. Et éventuellement, ils peuvent dépendre encore de la grande distribution derrière. Et encore,
à partir du moment où on va dans la grande distribution, on a une contrainte prix qui pèse, qui ne permet pas totalement de s'affranchir des contraintes de marché, etc. Ça ne veut pas dire que du coup la solution est là et qu'il faut avoir des filières propres, des magasins propres, commerce équitable et qu'il faut complètement s'affranchir. Je n'en sais rien, j'ai pas eu le temps de continuer à travailler suffisamment pour avoir une réponse définitive. Ça veut dire en tout cas que aujourd'hui le commerce équitable est face à une espèce de dilemme. Soit il continue à avoir ses propres filières, mais il reste un marché de niche avec peu d'accès entre guillemets au grand public, à la grande consommation, et donc du coup peu de levier pour changer les choses durablement à l'échelle globale sur ces filières, mais il pratique des meilleurs prix, soit il arrive à gagner des parts de marché de plus en plus importantes d'ailleurs dans la consommation générale sur des produits comme les bananes, comme le cacao, comme le café, etc. Mais du coup, il se retrouve pris au piège des mécanismes de fixation du prix du marché global. Il se retrouve, on dit, ancré au prix du marché global du cacao. Et donc, il ne parvient pas à faire une véritable différence. Et aujourd'hui, et à mon sens, et c'est ma conclusion, en l'absence d'une régulation qui s'impose à l'ensemble des acteurs du marché, le commerce équitable comme projet, aussi louable soit-il, aussi efficace soit-il dans certaines situations, ne sortira pas de ce paradoxe. Merci.